Dans une ville d'Afrique de l'Ouest, rythmée par le tumulte des marchés et les secrets des ruelles, une jeune femme s'apprête à changer de destin. Aïssata, couturière indépendante, vient de mettre un terme à une relation toxique avec son fiancé. Elle n'a rien emporté, sauf sa dignité et sa détermination. Ce soir-là, alors qu'elle rentre sous la pluie, elle découvre un homme grièvement blessé, laissé pour mort dans une ruelle obscure. Elle ignore que cet inconnu est Malik, prince héritier du royaume de Nembala, victime d'un complot. Amnésique, inconscient de son identité, il devient pour Aïssata un mystère, puis une responsabilité. Elle veille sur lui à l'hôpital, sans se douter que ce geste d'humanité va lier son destin au sien. Pendant ce temps, au palais, son cousin Eliman profite de l'absence du prince pour manœuvrer, prêt à s'emparer du trône. Entre secrets, manipulation et trahison, le royaume s'approche du chaos. Mais l'amour, la loyauté et la vérité ont leur propre chemin. Et parfois, il suffit d'un cœur pur pour réveiller un roi. Voici l'histoire d'une chute, d'une renaissance, et d'un trône qu'on croyait perdu à jamais. La pluie tombait sans relâche sur les toits de tôle du quartier de Kaloum. Le ciel gris semblait partager la douleur d'Aïssata, qui marchait d'un pas rapide, les pieds trempés, la robe collée à ses jambes. Les gouttes coulaient sur son visage, se mêlant à ses larmes. Mais elle n'essuyait ni les unes, ni les autres. Elle venait de tout quitter. 3 années d'une relation marquée par les cris, les promesses brisées, et plus récemment, par les coups. Abdoulaye, son fiancé, qu'elle avait tant aimé, avait fini par franchir une limite irréversible. Ce soir-là, il avait levé la main une fois de trop. Et cette fois, elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas supplié. Elle avait simplement refermé la porte derrière elle, emportant dans un petit sac tout ce qu'elle possédait. Son cœur battait fort. Pas de peur, de décision. Aïssata n'avait pas de plan. Elle pensait peut-être se réfugier chez sa tante Fatoumata. Peut-être errer jusqu'au matin. Mais elle savait une chose, elle ne reviendrait pas. La nuit s'épaississait autour d'elle. Les ruelles sombres semblaient se refermer comme un piège. Le bruit de ses pas résonnait entre les murs, seul écho à sa fuite. Elle prit une petite rue derrière le marché noir, évitant les coins éclairés. Elle voulait juste marcher, loin, jusqu'à ce que ses jambes ne la portent plus. Puis, un bruit étrange la fit s'arrêter. Un gémissement, presque étouffé, venu d'un coin d'ombre. Elle tendit l'oreille. Le son se répéta. Une plainte douloureuse. Son regard s'habituant à l'obscurité, elle distingua une silhouette allongée sur le sol. Un homme. Il était couché, le torse couvert de sang, les vêtements en désordre. Il tremblait. Il respirait à peine. Elle hésita. Était-ce un piège? Un voleur en embuscade? Mais quelque chose en elle refusa de fuir. Elle s'accroupit doucement près de lui. Son visage, bien que couvert de sueur et de sang, avait quelque chose de noble. Ses traits étaient marqués, sa mâchoire forte, mais il semblait perdu. Il ouvrit les yeux faiblement et murmura un mot presque inaudible. Nembala. C'était tout ce qu'il avait pu dire avant de sombrer à nouveau dans l'inconscience. Le cœur battant, Aïssata sortit son téléphone et appela les secours. Sa voix était tremblante, mais ferme. Elle donna l'adresse avec précision, insistant sur l'urgence. Puis, retirant son foulard, elle le pressa sur la blessure du torse de l'homme. Son tissu s'imbiba rapidement de sang, mais elle ne le lâcha pas. Les sirènes finirent par fendre le silence de la nuit. Une ambulance s'arrêta à toute vitesse. 2 secouristes descendirent, prirent le relais, l'éloignèrent doucement. L'un d'eux lui demanda comment elle avait trouvé l'homme. Elle répondit brièvement. Il avait murmuré « Nembala » avant de perdre connaissance. Le mot fit réagir les secouristes, mais aucun ne fit de commentaire. En quelques gestes rapides, ils installèrent l'homme sur un brancard. Puis, sans même y réfléchir, Aïssata monta avec eux dans l'ambulance. Quelque chose l'empêchait de partir. Elle ne pouvait pas le laisser seul. À l'hôpital, tout alla très vite. Le blessé fut transporté en urgence au bloc opératoire. Aïssata resta assise dans la salle d'attente, les vêtements trempés, les mains couvertes de sang séché, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Une docteure sortit enfin. Elle avait un regard grave, mais rassurant. « Il est en vie », annonça-t-elle. Il a reçu un coup de couteau à l'abdomen. La blessure était profonde, mais il a résisté. Par contre, il semble désorienté. Il ne sait pas qui il est. Il n'a aucun souvenir. Il ne connaît ni son nom, ni son origine. Aïssata ferma les yeux un instant, soulagée et troublée. Elle donna son nom à l'équipe médicale. Elle expliqua qu'elle l'avait trouvé, qu'il n'avait personne. La docteure lui proposa de rester un moment. Juste pour ne pas le laisser seul. Dans la chambre blanche, l'homme reposait, sous perfusion. Aïssata s'assit près de lui, silencieuse. Elle observa son visage. Il était jeune, peut-être trentenaire. Il portait les marques d'une vie aisée, mais aussi d'un combat. Il avait l'allure de quelqu'un d'important. Et pourtant, là, dans cette pièce, il n'était qu'un inconnu perdu. Elle lui prit la main. « Tu ne sais pas qui tu es, pensa-t-elle. Mais je vais t'aider à le découvrir.
Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'en le sauvant, elle venait de se lier à une destinée bien plus grande que la sienne. Les jours passèrent lentement à l'hôpital central de Kaloum. Le blessé inconnu, toujours allongé dans son lit, regardait le plafond sans vraiment le voir. Son regard, parfois vide, parfois troublé, semblait chercher une vérité cachée au fond de lui. Il ne parlait presque pas. Il ne posait pas de questions. Il dormait beaucoup, se réveillait en sursaut, transpirant, comme si des images qu'il ne comprenait pas le hantaient. Les médecins l'avaient provisoirement enregistré sous le nom d'Idriss. Mais à chaque fois qu'on l'appelait ainsi, il détournait les yeux. Ce nom sonnait faux, comme s'il appartenait à un autre. Ou pire, comme s'il l'éloignait de sa véritable identité. Aïssata venait chaque jour, sans obligation, sans raison précise, mais elle revenait, elle s'asseyait près de lui. Parfois elle lisait à haute voix. Parfois elle lui racontait des anecdotes banales sur sa journée. Elle lui apportait du thé chaud, des fruits frais, des petits repas préparés chez sa tante. Elle le traitait comme un frère, comme un ami, comme un inconnu important. Il commençait à lui répondre par des gestes, par des regards. Il hochait la tête, il souriait un peu, lentement, il revenait à la vie. Un soir, alors qu'un orage grondait au loin, Idriss se réveilla en sursaut. Son visage était trempé de sueur. Il respirait vite. Aïssata, qui s'était assoupie dans le fauteuil, ouvrit les yeux et se leva aussitôt. Il était assis, le regard dans le vide. Elle lui demanda doucement s'il avait fait un cauchemar. Il hocha la tête. Sa voix était rauque, à peine audible. Il parla d'un palais, d'une cour immense, de chevaux, d'une bague brisée. Il évoqua un homme au regard dur. Et puis, il prononça un nom. Kouraga. Ce mot intrigua immédiatement Aïssata. Elle le répéta doucement. Elle n'en avait jamais entendu parler. Elle le nota dans un coin de sa mémoire. Le lendemain, dès qu'elle eut un moment, elle se rendit à la bibliothèque municipale. Dans un dictionnaire géographique, elle trouva enfin ce qu'elle cherchait. Kouraga était un petit village frontalier, rattaché au royaume semi-autonome de Nembala. Un territoire connu pour son histoire, ses traditions monarchiques et son silence médiatique. Un frisson lui parcourut le dos. Elle se demanda si cet homme, inconnu et amnésique, pouvait vraiment venir d'un tel endroit. Et si ce mot prononcé dans son sommeil n'était pas un hasard? Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, au cœur du royaume de Nembala, les choses prenaient une autre tournure. Le roi était mort, emporté par une longue maladie. Le peuple était en deuil. Officiellement, le prince héritier, Malik, avait disparu dans des circonstances floues. Il n'y avait ni corps, ni trace. Juste une disparition. Une disparition bien commode pour son cousin Eliman, qui, depuis plusieurs semaines, multipliait les discours au conseil royal. Eliman était charismatique. Il savait parler avec douceur tout en inspirant la crainte. Il s'adressait aux chefs de village, aux notables, aux officiers. Il répétait que le royaume avait besoin de stabilité, et que le trône ne pouvait rester vide éternellement. Beaucoup commençaient à l'écouter, d'autres doutaient, mais la voix de la reine-mère, Nafissatou, était restée silencieuse. Elle observait, elle ne disait rien, mais son regard brûlait de soupçons. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Malik n'était pas du genre à fuir, encore moins à mourir sans lutte. Elle convoqua un homme de confiance, le commandant Siradiou, un vieux soldat fidèle à la couronne. Elle lui ordonna de quitter le palais discrètement et de partir vers la frontière, du côté de Kouraga. Elle voulait des informations, elle voulait des preuves. Elle refusait de faire le deuil de son fils sans avoir la vérité. De retour à Kaloum, Aïssata reprit sa routine auprès du mystérieux Idriss. Elle hésitait à lui parler de Kouraga. Elle craignait de le perturber. Mais un matin, alors qu'il marchait lentement dans le petit jardin de l'hôpital, il s'arrêta net et fixa un arbre. Ses yeux s'agrandirent. Il murmura qu'il avait vu cet arbre avant. Dans un autre endroit, il parla d'un enfant, d'un homme à cheval, d'un champ lointain. Aïssata le regarda en silence. Elle comprenait que la mémoire revenait. Doucement, par éclair, par sensation, elle posa sa main sur la sienne. Elle lui dit qu'il n'était pas seul, qu'elle resterait là, le temps qu'il faudra. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que dans l'ombre de Nembala, un ordre avait déjà été donné. Eliman voulait un corps, ou un silence éternel, et le compte à rebours venait de commencer. Le soleil brillait faiblement au-dessus du palais royal de Nembala, comme s'il hésitait à éclairer ce lieu chargé de mensonges. Dans les couloirs somptueux aux murs de marbre et aux tentures rouges, une atmosphère lourde flottait. Le deuil officiel du roi venait à peine de s'achever, et déjà, les ambitions s'éveillaient comme des bêtes affamées. Au centre de cette agitation, le prince Eliman occupait la scène. Vêtu d'un boubou noir brodé d'or, il déambulait dans la salle du conseil avec une assurance calculée. Son visage affichait un deuil mesuré, mais son regard brillait d'une excitation contenue. Les notables du royaume s'étaient rassemblés, assis en cercle selon les anciens rites. Certains portaient des visages fatigués, d'autres gardaient une neutralité prudente. Tous attendaient de voir comment Eliman allait orienter la suite. Il prit la parole avec douceur.
Il parla de responsabilité. Il évoqua la nécessité de préserver l'unité nationale. Il affirma qu'en l'absence prolongée de Malik, son cousin disparu depuis 6 semaines, quelqu'un devait prendre les rênes. Il insista sur le fait que le peuple ne pouvait vivre sans direction. Certains hochèrent la tête, d'autres échangèrent des regards inquiets. Le vieux cheikh Boubacar, doyen du conseil, leva la voix. Il rappela que Malik était l'héritier légitime. Il demanda s'il y avait des preuves formelles de sa mort. Eliman répondit avec un soupir. Il déclara que les recherches n'avaient rien donné. Pas de corps, pas de message, pas même une trace de cheval ou d'escorte. Il ajouta que face à cette disparition mystérieuse, la stabilité du royaume passait avant tout. Ce discours, répété depuis des jours, gagnait du terrain. Les hésitations faiblissaient. Le silence de la reine-mère intriguait, mais son retrait était perçu par certains comme un consentement discret. Et pourtant, Nafissatou observait tout, sans dire un mot. Dans ses appartements, loin des regards, elle fixait un portrait de son fils Malik posé sur une table basse. Elle se souvenait de son rire, de ses colères, de ses promesses. Et surtout, de son courage. Non, il n'avait pas pu fuir. Il n'avait pas pu disparaître sans résister. Elle fit appeler son fidèle garde, le commandant Siradiou. Un homme discret, au visage dur et au regard honnête. Elle lui ordonna de quitter le palais immédiatement. Il devait partir vers Kouraga, vers les terres frontalières, là où son fils avait été vu pour la dernière fois. Il devait fouiller chaque village, chaque hameau, chaque rumeur. Il devait chercher la vérité. Siradiou accepta sans poser de questions. Il promit de ne revenir qu'avec une réponse claire. Vivant ou mort, le prince devait être retrouvé. Pendant ce temps, dans une aile cachée du palais, Eliman rencontrait un homme au visage dur, au regard froid. Il s'appelait Benga, ancien militaire devenu mercenaire. L'homme ne parlait pas beaucoup. Il tuait, c'était suffisant. Eliman lui donna un dossier contenant une photo, une carte et une consigne. L'homme sur la photo devait disparaître. Définitivement. Eliman insista sur un point. Peu importe qu'il soit amnésique ou non. Peu importe qu'il se cache. Il devait mourir avant d'atteindre Nembala. Il fallait que la question de la succession soit réglée. Sans ambiguïté. Benga ne répondit pas. Il hocha la tête, prit le dossier, et quitta la pièce. 2 autres hommes l'attendaient dehors. Des tueurs silencieux. Ensemble, ils se mirent en route pour Kaloum. De retour à Kaloum, Aïssata poursuivait ses recherches. Elle n'avait pas dit à Malik ce qu'elle avait découvert. Elle avait trouvé un article dans un vieux journal conservé à la bibliothèque municipale. Un article datant d'1 an. Il parlait d'une visite officielle du prince Malik à la frontière de Kouraga. La photo était en noir et blanc, mais les traits étaient clairs. Le même regard, le même visage. Elle sentit un frisson dans son dos. Elle savait que c'était lui. Malik, le prince héritier, n'était pas mort. Il était là, sous un faux nom. Et elle l'avait sauvé. Elle courut jusqu'à l'hôpital, le cœur battant. Quand elle entra dans la chambre, Malik était assis, plus éveillé que d'habitude. Elle lui montra la photo. Il la fixa longuement. Il murmura que ce visage était le sien. Il ne se souvenait pas du moment exact, mais il en était sûr. Ce regard, ce port de tête, ces vêtements. Tout lui semblait étrangement familier. Aïssata s'assit près de lui. Elle lui expliqua calmement qu'il était sans doute le prince héritier du royaume de Nembala. Il ne répondit pas tout de suite. Il resta silencieux, les yeux dans le vide. Puis, lentement, il ferma les yeux. Des images floues lui revenaient. Une grande cour, une bague en or, une voix criant son nom. Et le choc d'une trahison. Il ne savait pas encore ce qu'il attendait. Mais au fond de lui, un instinct s'éveillait. Et dans l'ombre de Kaloum, les assassins s'approchaient déjà. Le ciel s'éclaircissait doucement au-dessus de Kaloum. Les jours devenaient plus chauds, plus lumineux. Dans le petit jardin à l'arrière de l'hôpital central, Malik marchait lentement, appuyé sur une canne. Chaque pas était un effort, mais aussi une victoire. Ses muscles, encore fragiles, retrouvaient peu à peu leur force. Aïssata marchait à ses côtés, silencieuse, attentive. Leurs mains se frôlaient parfois, sans se tenir, sans oser. Depuis qu'il avait reconnu son propre visage sur cette vieille photo, quelque chose avait changé en lui. Ce n'était pas seulement le souvenir d'un nom ou d'un lieu. C'était une sensation, celle d'avoir appartenu à quelque chose de plus grand. Un monde d'avant, une vie effacée. Et à travers tout cela, Aïssata restait là. Présente, calme, douce, assis sur un banc, face aux arbres du jardin, Malik prit une profonde inspiration. L'air sentait la terre humide et les fleurs de bissap. Il tourna la tête vers elle. Il la regarda longtemps, comme si son regard cherchait des mots qu'il ne savait pas dire. Il lui demanda doucement s'il était possible d'aimer sans se souvenir de soi. Aïssata le fixa, surprise. Puis elle répondit avec simplicité que parfois, c'était le cœur qui se souvenait avant la mémoire. Le silence qui suivit était plus lourd que les mots. Plus sincère aussi. Il posa doucement sa main sur la sienne. Elle ne la retira pas. Depuis quelques jours, Aïssata se sentait différente. Plus fatiguée. Elle avait des nausées matinales.
des vertiges, une sensibilité nouvelle aux odeurs. Elle n'en parlait à personne. Elle attendait. Peut-être que c'était le stress. Ou autre chose. Un soir, seule dans la chambre de sa tante, elle fit un test. Le résultat apparut rapidement. 2 lignes. Elle resta immobile, les mains posées sur ses genoux. Elle murmura qu'elle était enceinte. Les jours suivants, elle continua de veiller sur Malik sans rien lui dire. Elle voulait attendre. Elle voulait être certaine. Pas seulement du bébé, mais aussi de ce qu'il ressentait. De ce qu'il deviendrait. Un prince? Un roi? Un homme libre? Pendant ce temps, au palais de Nembala, Eliman s'activait. Le conseil venait de fixer la date de son couronnement. 3 jours. C'était tout ce qui lui restait avant d'être roi. 3 jours pour faire disparaître à jamais celui qui menaçait tout. Malik. Il avait reçu une confirmation. Un de ses hommes à Kaloum lui avait transmis une photo récente. Malik. En vie. Amaigri. Barbu. Mais vivant. Eliman était resté calme. Mais son regard avait changé. Il avait envoyé une dernière instruction. Trouvez-le. Éliminez-le. Aucun bruit. Aucun témoin. Pas d'échec. Et cette mission, il l'avait confiée à Benga. Le tueur approchait. À Kaloum, la tension grandissait sans qu'on puisse l'expliquer. Aïssata sentait que quelque chose pesait sur l'air. Comme une menace invisible. Des regards la suivaient dans la rue. Une voiture noire stationnait souvent à l'angle du quartier. Et un homme à la peau sombre et au manteau épais l'observait un peu trop longtemps. Elle en parla à Malik. Il se redressa immédiatement. Son instinct, forgé dans une autre vie, se réveilla. Il lui demanda de ne plus sortir seul. Il lui demanda de garder sa porte verrouillée la nuit. Et il commença à surveiller les fenêtres de l'hôpital, comme un soldat assiégé. Un soir, ils partagèrent un repas. Riz parfumé au gingembre, poulet grillé. Aïssata avait cuisiné chez sa tante et apporté le tout dans une petite boîte. Ils mangèrent dans un coin tranquille du jardin, éclairé par une lampe suspendue à un arbre. Ils rirent, ils se regardèrent, et quand leurs mains se touchèrent à nouveau, ce fut différent. Cette fois, elle sentit son cœur battre plus fort. Elle vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais montré auparavant. Un attachement profond, un amour silencieux, mais au fond d'elle, elle savait que cette paix était fragile. Elle le sentait, quelque chose allait basculer, et elle avait raison. À quelques rues de là, Benga observait l'hôpital avec des jumelles. Il avait déjà repéré l'entrée, les rondes de nuit, les issues de secours. Il savait que la cible dormait au 2e étage. Il savait que la femme qui l'accompagnait s'appelait Aïssata Diallo. Il n'attendait qu'un signal. Et pendant ce temps, dans le ventre d'Aïssata, une vie grandissait en silence. Un héritier. La nuit tombait lentement sur Kaloum. Le ciel était chargé de nuages lourds, presque étouffants. Dans la chambre 214 de l'hôpital central, Malik remuait dans son sommeil. Son visage était crispé, son corps agité. Des images brisées défilaient dans son esprit. Un palais, un cheval blanc, une bague tombée au sol. Un homme au regard dur. Un cri, puis le vide. Il se réveilla en sursaut, haletant, le front trempé de sueur. Aïssata, assoupie dans le fauteuil près du lit, ouvrit les yeux aussitôt. Elle s'approcha et posa sa main sur son bras. Il tremblait. Il lui dit qu'il avait encore rêvé. Mais ce n'était pas un simple cauchemar. Il avait vu des visages, des lieux, des bruits familiers. Il y avait un nom. Makuri. Ce mot résonnait en lui comme un écho ancien. Un nom qu'on lui avait donné autrefois. Un titre, peut-être. Il n'en était pas sûr. Mais il savait que ce nom faisait partie de lui. Aïssata resta silencieuse. Elle se contenta de lui apporter un verre d'eau. Elle sentait que son esprit s'éveillait. Que ses souvenirs, bien qu'encore fragmentés, remontaient peu à peu. Elle savait aussi que le danger grandissait. Le lendemain matin, elle se rendit à la bibliothèque municipale. Elle fouilla les archives. Elle consulta de vieux almanachs politiques. Elle trouva une référence au royaume de Nembala. Un article évoquait le titre ancestral du prince héritier, Makuri. À la fin du texte, elle lut une phrase. Makuri signifie l'élu du trône, le lion au repos. Son cœur se serra. Elle retourna précipitamment à l'hôpital. Dans la chambre, Malik était éveillé, plus calme. Lorsqu'elle lui parla de ce qu'elle avait lu, il resta silencieux un moment. Puis il répéta doucement le mot. Makuri. Il ferma les yeux. Il murmura qu'il se souvenait de quelqu'un qui le lui avait dit. Peut-être son père. Peut-être un conseiller. Il n'en était pas certain. Mais ce mot l'ébranlait. Depuis quelques jours, son regard avait changé. Il marchait plus vite. Il posait plus de questions. Il voulait savoir ce qui s'était passé à Nembala. Il voulait comprendre pourquoi il avait été abandonné dans une ruelle, presque mort. Et pendant ce temps, Aïssata continuait de cacher son propre secret. Elle avait la certitude maintenant. Elle était enceinte. Chaque matin, les nausées revenaient. Son corps changeait peu à peu. Mais elle n'avait pas encore trouvé le courage de lui dire. Elle craignait de le déstabiliser. Elle voulait attendre le bon moment. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le petit jardin, Malik la regarda longuement. Il lui dit qu'il sentait que quelque chose se préparait. Il ne savait pas encore quoi. Mais il savait qu'il devait retourner à Nembala. Elle l'écouta, le cœur lourd.
Elle comprenait ce que cela signifiait. Elle comprenait que son retour serait dangereux. Que des ennemis l'attendaient. Pendant ce temps, au palais, Eliman avait reçu des nouvelles. Un de ses espions à Kaloum lui avait confirmé que Malik était vivant. Qu'il reprenait des forces, et qu'il n'était plus seul. Eliman ne dit rien. Il congédia le messager. Puis il fit appeler Benga. Le mercenaire entra dans la pièce sans un mot. Eliman lui tendit un dossier. Il contenait une nouvelle photo de Malik, prise à la sortie de l'hôpital. On y voyait aussi Aïssata à ses côtés. Le prince souriait. Eliman demanda simplement que cela cesse. Benga comprit. Il quitta le palais dès la nuit tombée, accompagné de 2 hommes. Leur mission était simple, intercepter Malik avant qu'il ne quitte Kaloum, et s'assurer qu'il ne mette jamais les pieds à Nembala. Mais ils ignoraient une chose. La reine-mère Nafissatou, informée par le commandant Siradiou, était déjà en route. Elle avait voyagé en secret, habillée comme une commerçante, dissimulée dans un convoi de marchands. Lorsqu'elle arriva à Kaloum, elle ne se rendit pas à l'hôpital. Elle attendit d'abord de voir son fils de loin, pour être certaine, pour ne pas se tromper. Elle l'aperçut un après-midi, assis dans le jardin. Il était plus maigre, moins sûr, mais elle reconnut son port, ses gestes, sa façon de tourner la tête. Elle eut les larmes aux yeux. Siradiou s'approcha d'elle et lui demanda ce qu'elle souhaitait faire. Elle répondit d'une voix ferme. Nous allons le ramener à Nembala. Mais en silence. Eliman ne doit rien savoir. Pas encore. Cette nuit-là, Malik rêva à nouveau. Mais cette fois, il ne voyait pas des ombres. Il voyait des visages. Il entendait des cris. Et surtout, il entendait la voix de son père. Elle lui disait qu'un roi ne fuit pas. Un roi observe. Puis il agit. Il se réveilla, les yeux grands ouverts. Il murmura qu'il était temps. Et dans l'ombre de la ville, un mercenaire s'approchait. Arme en main. Le matin s'était levé sur Kaloum dans un silence inhabituel. Pas de klaxon, pas de cris des vendeuses ambulantes. Juste une brume légère suspendue dans l'air, comme une respiration retenue. Dans la chambre 214, Malik fermait doucement la fermeture de son sac de voyage. Ce n'était pas grand-chose, juste quelques vêtements, un carnet, et la photo ancienne que lui avait montrée Aïssata. Il s'arrêta un instant devant la fenêtre. La lumière grise du jour éclairait les rues en contrebas. Kaloum s'éveillait doucement, mais dans son cœur, il sentait une autre chose s'éveiller. Une force, une certitude. Il n'était plus impatient. Il n'était plus un inconnu sans nom. Il était prêt à redevenir ce qu'il avait toujours été. Un prince. Aïssata entra sans frapper. Elle le regarda un long moment sans parler. Son regard était inquiet, mais résolu. Elle savait que le moment était venu. Elle lui demanda s'il était vraiment sûr. Il répondit que s'il ne retournait pas à Nembala maintenant, il n'aurait plus jamais la force de le faire. Elle baissa les yeux. Elle posa la main sur son ventre, discrètement. Elle n'avait toujours rien dit. Pas encore. Elle attendait qu'il soit en sécurité, loin du danger. Quelques heures plus tard, un véhicule discret attendait à l'arrière de l'hôpital. À l'intérieur, la reine-mère Nafissatou, habillée comme une femme ordinaire, gardait les yeux fixés sur la porte de service. Lorsqu'elle vit Malik apparaître, elle sentit un frisson parcourir son corps. Il n'était plus le jeune homme qu'elle avait vu pour la dernière fois. Mais il était toujours son fils. Il s'approcha lentement. Ils se regardèrent. Il s'inclina légèrement. Elle l'embrassa sur le front sans un mot. Le commandant Siradiou prit le volant. Aïssata monta à l'arrière, aux côtés de Malik. Le moteur ronronna, et le convoi s'éloigna de la ville. Ils roulèrent 2 jours, en silence, à travers forêts, rivières et plaines. Ils évitèrent les grands axes. Ils passèrent par les vieux villages, par les sentiers oubliés. Chaque nuit, ils dormaient dans des refuges de fortune. Chaque matin, Malik paraissait plus fort. Sa mémoire continuait de revenir. Il se souvenait de son cheval préféré, du goût du plat que cuisinait sa nourrice, de la voix du griot chantant les louanges du trône. Pendant les haltes, il parlait peu, mais il observait tout. Aïssata le regardait changer. Il reprenait sa place naturelle, celle d'un homme né pour gouverner. Mais il gardait aussi quelque chose de plus profond. Une humanité nouvelle. Le poids des blessures vécues dans l'oubli avait creusé en lui une sagesse que rien ne pouvait lui enlever. Pendant ce temps, à Nembala, Eliman préparait son couronnement. La date était fixée. Dans 2 jours, il deviendrait roi. Le palais était en effervescence. Les drapeaux étaient hissés. Les tambours répétaient leur rythme. Les tailleurs s'activaient à préparer les tenues d'apparat. Mais au fond de lui, Eliman n'était pas serein. Une inquiétude persistante le rongeait. Il avait reçu un message. Un avertissement. Le prince était vivant, en route vers le royaume. Il avait d'abord refusé d'y croire. Puis la peur avait remplacé le doute. Il convoqua Benga. Il exigea des résultats. Le tueur avait échoué à Kaloum. Eliman le regarda froidement et prononça une seule phrase. Cette fois, c'est moi qui m'en occuperai. Le jour suivant, à l'entrée de Nembala, le véhicule de Malik s'arrêta devant la grande porte du palais royal. Les gardes, surpris, reconnurent la reine-mère. Puis leurs regards se posèrent sur Malik. Leur respiration se coupa. Ils le regardèrent comme on regarde un fantôme.
Il descendit lentement, le dos droit, les yeux fermes. Il avança vers les portes, sans dire un mot. Dans la cour principale, Eliman les attendait. Il portait un grand boubou rouge. Autour de lui, plusieurs soldats armés se tenaient prêts. La tension monta d'un cran. Eliman s'avança, le regard brillant de haine. Il déclara d'une voix forte que ce n'était pas possible. Que Malik était censé être mort. Qu'il ne pouvait pas revenir de l'ombre. Malik le fixa droit dans les yeux. Il répondit simplement qu'un roi peut tomber, mais qu'un vrai roi se relève. Les soldats hésitèrent. Certains reconnurent leur prince. Ils abaissèrent lentement leurs armes. D'autres restèrent figés. Eliman leva la voix. Il accusa Malik d'être un imposteur. Il exigea qu'on l'arrête. Mais personne ne bougea. Alors, dans un geste désespéré, Eliman dégaina une lame et se jeta sur Malik. Le combat fut bref. Malik esquiva, para, riposta. Les gestes étaient précis, fluides. Le prince était de retour, et ses bras n'avaient pas oublié. En quelques secondes, Eliman fut désarmé. Plaqué au sol, humilié, le silence tomba sur la cour. Puis, une voix s'éleva. Celle du vieux griot. Le lion est revenu. L'enceinte du palais de Nembala résonnait des échos d'une fête qu'Eliman avait soigneusement orchestrée. Officiellement, il célébrait la paix retrouvée, mais en vérité, il fêtait sa propre ascension. À la lueur des lanternes dorées, les invités chantaient, dansaient, et portaient des toasts à celui qu'ils appelaient désormais le régent. L'ambiance masquait une tension profonde. Tout semblait trop parfait, trop calculé. Mais ce qu'Eliman ignorait, c'est que l'ombre d'un retour planait déjà sur ces festivités. À l'extérieur des murs, dans la ville en liesse, un murmure se propageait. Un nom, autrefois prononcé avec respect, refaisait surface, Malik. Au même moment, Aïssata accompagnait Malik dans un car royal discret, escorté par de fidèles soldats de la vieille garde. Depuis qu'il avait retrouvé la mémoire, son silence était devenu pesant. Son regard, autrefois doux, portait désormais la flamme de la détermination. Il savait que reprendre le trône ne serait pas une affaire de courtoisie. C'était une guerre silencieuse qu'il devait livrer, une reconquête menée par la vérité, et non par les armes. Arrivé à la porte arrière du palais, ils furent accueillis par l'intendant Samba, fidèle serviteur du roi défunt. Les yeux embués de larmes, Samba tomba à genoux en reconnaissant le prince. Malik lui posa une main sur l'épaule. Il n'était plus le jeune héritier naïf qu'il avait été. Il était devenu un homme, forgé par la douleur, l'oubli et l'amour. Aïssata observa le palais avec appréhension. Elle n'était pas noble. Elle n'avait ni titre, ni fortune, ni sang royal. Pourtant, c'était elle qui avait sauvé le roi, veillé sur lui, porté son enfant. Dans son ventre grandissait la preuve de leur lien, et dans son cœur, la conviction qu'elle appartenait à cette histoire. Malik entra dans la salle du trône à l'instant précis où Eliman levait sa coupe. Le silence tomba comme une lame. Les invités se figèrent, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Malik, vêtu d'un long manteau indigo brodé, avançait d'un pas calme mais assuré. Son regard était fixé sur Eliman. Celui-ci pâlit, puis tenta de feindre la surprise. Il laissa tomber sa coupe, qui se brisa sur le marbre. Mais aucun mot ne pouvait effacer le trouble. Malik s'arrêta au bas des marches, fixa l'assemblée et parla d'une voix ferme. « Je suis vivant, je suis le fils du roi, et je suis revenu réclamer ce qui m'appartient. » Un murmure parcourut la foule. Certains nobles, d'abord hésitants, s'agenouillèrent. D'autres restaient figés, incapables de choisir leur camp. Eliman s'avança, un sourire crispé aux lèvres. Il tenta de justifier ses actions, parlant de chaos, d'absence, de devoir de maintenir la stabilité. Mais ces mots sonnaient faux. Son masque se fissurait. Malik l'interrompit. « Tu m'as laissé pour mort. Tu as menti à mon peuple. Tu as tenté de voler la couronne. Mais la vérité, Eliman, a toujours un chemin. » Dans l'assemblée, l'un des anciens conseillers du roi, silencieux jusque-là, s'avança. Il sortit un document scellé, une lettre du roi défunt, désignant Malik comme successeur légitime. Le sceau royal ne laissait aucun doute. Eliman comprit qu'il avait perdu. Il tenta de s'échapper, mais les gardes loyalistes l'arrêtèrent. Il fut arrêté sans violence, mais dans la honte. Le peuple avait vu. Le mensonge s'était effondré. Malik monta lentement les marches du trône. Il posa la main sur les accoudoirs, observa la salle, puis s'assit. La salle s'embrasa d'applaudissements et de chants. Le roi était de retour. Aïssata, restée en retrait, croisa le regard de Malik. Il la fit appeler. Devant tous, il tendit la main vers elle. Lorsqu'elle le rejoignit, il posa sa main sur son ventre, révélant la nouvelle à tous. La salle fut saisie de stupeur, puis de joie. « Voici Aïssata. Elle m'a sauvé, m'a aimé quand je n'étais qu'un homme sans nom. Elle est ma reine. » Le peuple acclama. Les nobles s'inclinèrent. Et dans cette salle, où tant de trahisons avaient eu lieu, naissait une nouvelle ère. Le soleil se leva sur Nembala. Dans le palais, les tambours résonnaient, les chants s'élevaient, et les fleurs ornaient les couloirs. Malik et Aïssata, main dans la main, entamaient un nouveau règne.
Non fondée sur le sang, mais sur la justice, la loyauté, et l'amour sincère. Et dans le cœur de chacun, une certitude nouvelle germait. Même les ténèbres les plus denses ne peuvent étouffer la lumière du destin. Ainsi s'achève l'histoire de Malik et Aïssata. Une histoire où l'amour a résisté à la douleur, où la loyauté a défié la trahison, et où la vérité a fini par triompher. Malik n'a pas seulement retrouvé la mémoire. Il a retrouvé sa place, son peuple et la femme qui, sans rien attendre en retour, a veillé sur lui dans l'ombre. Quant à Aïssata, elle n'était pas née princesse, mais son cœur, sa force et son dévouement ont fait d'elle bien plus qu'une reine. Elle a prouvé que parfois, les plus grands destins commencent dans le silence et la souffrance, mais finissent dans la lumière. Ce récit est un rappel pour nous tous. Peu importe les chutes, les pertes ou les trahisons. Tant que le souffle est là, tant que le cœur bat, il y a toujours une chance de se relever, de guérir et d'avancer. Si cette histoire vous a ému, touché ou inspiré, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, chaque récit est une voix, chaque voix est une mémoire, et chaque mémoire est une force. Laissez un like si vous avez apprécié. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de courage. Et dites-nous en commentaire ce que vous retenez de cette histoire. Merci pour votre écoute. Et souvenez-vous, le pouvoir peut vaciller, mais l'amour et la vérité, eux, tiennent bon. À très bientôt pour une nouvelle histoire.